Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons aborder les critères éthiques pour une utilisation réfléchie de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, ces critères, en fait, sont ceux qui ont été rédigés dans le guide pour l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative en enseignement, donc un guide rédigé par le ministère de l'Éducation. Et dans cette capsule, nous allons aborder les 5 critères éthiques mentionnés dans le guide, soit ceux de sobriété numérique, de qualité, d'équité et d'inclusion, ceux de transparence et d'explicabilité, ainsi que d'agentivité. Donc, la première norme que nous allons aborder ensemble est celle de qualité, et celle qui se réfère en fait à la fiabilité de l'information qui est générée par les systèmes d'IA. Ce que vous devez savoir, c'est que les IA parfois vont générer des informations qui sont fausses ou partiellement fausses. Dans 90% des cas, ça va. Mais on doit toujours aller vérifier l'information pour être sûr que l'information qu'on va réutiliser dans un document, dans des notes de cours, peu importe, soit une information qui est vraie. Je vous donne un exemple ici. Donc, j'avais posé la question à ChatGPT, quelle est la fortune de Pierre Poilievre? Et dans sa réponse, ChatGPT a généré, là, comme de quoi sa fortune s'estimait entre 3 et 25 millions de dollars, une information qui a été démentie par le Parti conservateur du Canada. Donc, dans cet exemple-ci, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que maintenant, les systèmes d'IA, contrairement à avant, vont vérifier sur des sites web, si on leur en donne la permission, l'information pour être sûr qu'elle soit vraie. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ChatGPT est allé sur le site Pierre Poilievre News, un site qui n'est pas validé, en fait, qui n'est pas reconnu par le Parti conservateur du Canada et en fait un site web qui aurait probablement été créé pour partager de la désinformation. Donc, oui, ChatGPT est allé vérifier l'information en ligne avant de la générer, mais est allé vérifier sur un site qui partage possiblement de la désinformation. Donc, une information qui est fausse, c'est glissé là. Parfois, les systèmes d'IA ne vont pas faire cette validation-là et vont aussi générer de la fausse information. Comme je vous le disais plus tôt, dans la majorité des cas, ça va, mais on doit toujours garder un œil ouvert et aller valider l'information ailleurs pour être sûr que des fausses informations ne se glissent pas dans les documents que l'on va vouloir générer, etc. Par la suite, il y a la norme d'équité. La norme d'équité, en fait, est une norme qui va être relative au biais des informations qui sont générées par de l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Ici, j'avais posé à Canva 2 requêtes. Donc, une personne qui fait le ménage. 4 images ont été générées, j'ai pris les 4 premières. Et une personne productive. 4 images ont été générées, j'ai pris les 4 premières. C'est une génération que j'ai faite il y a quelques mois, possiblement que les systèmes ont changé depuis. Mais je pense que vous pouvez remarquer un certain biais par rapport à ça. Et là, est-ce que c'est parce que l'IA dans Canva est secrètement sexiste? En fait, non, pas du tout. C'est juste que les IA, pour générer des choses, doivent être entraînés. Ils ont été entraînés sur des images, ont été entraînés sur du texte et en fait vont venir recréer les biais qui sont présents dans leurs données d'entraînement. Et vous vous doutez que parmi tous les textes que l'on peut trouver en ligne, ce ne sont pas tous les textes qui n'ont pas aucun biais envers certains groupes. Donc, c'est super important lorsqu'on va faire générer dans ce cas-ci des images, même dans du texte, il peut y avoir le même problème, qu'on se pose des questions par rapport à la représentativité. Donc, est-ce que, par exemple, toutes les personnes qui sont générées ont la même couleur de peau? Si les personnes viennent de d'autres pays, est-ce que c'est une représentation qui est stéréotypée? Donc, on doit s'assurer qu'il y a une certaine diversité, mais que cette diversité-là soit bien représentée et qu'il n'y ait pas une surmarginalisation de certains groupes en particulier. C'est quelque chose auquel on doit faire attention lorsque l'on utilise du matériel généré par IA dans nos documents. Par la suite, il y a la norme de sobriété numérique qui va se référer au coût environnemental. Comme vous en avez peut-être entendu parler, l'intelligence artificielle va avoir un gros coût environnemental, principalement lorsqu'il va y avoir l'entraînement du système d'IA qui consomme énormément d'électricité. Comme il y a une consommation d'électricité et que cette électricité-là ne vient pas toujours de centrales hydroélectriques comme au Québec, mais parfois de centrales au charbon ou au pétrole, il va y avoir un dégagement de CO2. Et comme les serveurs doivent être refroidis, il y a aussi un coût qui est souvent de l'eau potable en plus. Donc, lors de l'entraînement, les coûts sont plus élevés, mais lors de l'utilisation quotidienne aussi, il y a un certain coût. Donc, on doit toujours poser la question, est-ce que ce que je vais générer est utile? Si, par exemple, vous avez déjà une bonne recette de spaghettis, peut-être que ça ne sert à rien de faire générer une autre recette de spaghettis au cas où. À l'inverse, par contre, si vous n'avez pas de note de cours sur un nouveau sujet que vous avez à enseigner, bien là, le fait d'utiliser l'IA va vous faire sauver du temps, que vous n'aurez pas besoin de faire par exemple, d'ouvrir plein de documents, de faire vos propres images. Donc là, on va sauver un coût environnemental parce qu'on va avoir moins d'électricité, on va moins utiliser son ordinateur, donc il peut y avoir un avantage.
mais générer des choses par pur plaisir de générer des choses, eh bien, il faut le faire en ayant en tête qu'il y a un certain coût environnemental et parfois faire preuve de sobriété peut être la réponse logique à certains besoins que l'on peut avoir. Donc, ensuite, la norme de transparence. Donc, la norme de transparence, c'est celle qui va être relative à la question suivante, je vous dirais. Est-ce que ça vaut la peine qu'on cite si on utilise un IA ou non? OK? Donc, si par exemple, j'utilise Gemini de Google pour créer un document de notes de cours, est-ce que je dois indiquer que j'ai utilisé Gemini pour pouvoir faire ce document de notes de cours-là? Et ce qui est important de savoir ici, c'est que le guide du ministère ne se positionne pas par rapport à ça. Donc, il n'y a pas une obligation de citer et c'est chaque professionnel qui doit se poser la question lorsqu'il va créer un document. Et peut-être que vous allez avoir à vous poser la question et peut-être que votre réponse va varier en fonction du type d'usage. Si par exemple, on a fait citer un document au complet sans besoin de retouche et qu'on l'utilise tel quel, peut-être que la réponse va être différente de si on utilise de l'IA seulement pour faire quelques petites retouches, par exemple. Donc, au même titre que moi, je ne vais pas signer dans mes courriels, ce message a été corrigé par Antidote avant de l'envoyer. Mais on peut se poser la question, pour du contenu qui est généré par IA, où est-ce que l'on va vouloir dessiner la ligne pour nous-mêmes par rapport au fait, d'un côté, on veut que nos élèves citent leur utilisation de l'IA, devrait-on montrer l'exemple? C'est une question qu'on peut se poser. D'un autre cas, on pourrait dire, ben, les élèves sont en apprentissage, nous, on a réalisé nos apprentissages, on est en train, et on utilise un outil informatique comme un autre. Donc, c'est toute une suite de réflexions que je vous invite à avoir en ce qui trait à cette norme pour savoir si vous souhaitez citer ou non, ou indiquer ou non votre usage de l'intelligence artificielle dans vos documents et autres matériels qui pourraient avoir du matériel généré par IA. Et finalement, la norme d'agentivité, la dernière que nous allons voir aujourd'hui, est en fait la norme qui traite à savoir, bon, dans quelle sphère est-ce que ça vaut la peine d'utiliser l'IA, dans laquelle je ne veux pas utiliser l'IA. Si certaines de nos tâches, on les délègue toujours à l'IA, est-ce qu'au fil du temps, on pourrait perdre en compétences? Là, je nomme un scénario fictif. Imaginez qu'un jour, il y a une IA qui corrige tout pour nous. Ben, est-ce qu'à force de toujours faire corriger par une IA et non le faire par soi-même, on pourrait perdre notre compétence à évaluer? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, c'est de savoir vraiment dans quelle sphère d'activité je souhaite utiliser l'IA et toujours garder en tête, mais c'est pas parce que l'IA m'a dit de faire quelque chose, me recommande une note ou me recommande d'écrire tel commentaire ou de faire tel document qu'on doit forcément l'appliquer. C'est de garder notre agentivité, donc notre pouvoir d'agir, garder notre tête sur les épaules, devrais-je dire, et choisir dans quelle sphère c'est bien d'utiliser l'IA. Et ça va nous permettre de sauver du temps, donc c'est super, dans lesquels peut-être que c'est moins utile, puis dans lesquels peut-être on ne souhaite pas qu'il y ait une utilisation de l'intelligence artificielle. Ce sont tous des questions qui sont aussi affichées à l'écran que vous pouvez vous poser pour nourrir votre réflexion. Je souhaite terminer cette capsule-là en vous disant que vous êtes le pilote. Donc oui, ces outils-là existent, ils sont intéressants, mais c'est vous qui avez les deux mains sur le volant, qui avez à déterminer quand c'est le bon moment d'utiliser l'IA, quand c'est moins le bon moment, et lorsque c'est le bon moment, quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut mettre en place pour éviter de faire un faux pas avec cette nouvelle technologie. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Bonne journée.